03h17, le 14 mars 1942, le commandant Harold Wilson, à la tête d'un convoi britannique, se fige. Les messages radio, angoissants, se succèdent. Durant les 47 dernières minutes, 4 navires marchands ont été coulés. Aucune observation visuelle, aucun contact sonar, seulement des navires qui explosent et des centaines d'hommes, luttant pour leur survie dans les eaux glaciales de l'Atlantique Nord. Wilson comprend alors qu'ils sont de nouveau sa proie. La proie du fantôme gris, du capitaine-lieutenant Otto Kretschmer, l'homme qui sème la panique au sein de la Royal Navy et qui, en seulement 6 mois, allait devenir le commandant d'U-boot le plus prolifique de tous les temps. Les chiffres sont stupéfiants. 50 navires alliés, plus de 300 000 tonnes de jauge brute, en seulement 180 jours. Alors que d'autres capitaines d'U-boot mettent des mois à couler une seule cible. Kretschmer, lui, chasse avec une précision et une efficacité qui frôlent l'impossible. Les amiraux britanniques le surnomment la mort invisible. Les officiers de la marine américaine étudient désespérément ses tactiques. Mais personne ne parvient à l'arrêter. Personne ne parvient à le capturer. Et la question qui hante tous les esprits est simple. Comment un seul homme, dans un seul cylindre d'acier sous l'eau, peut-il infliger autant de destruction? Ceci n'est pas l'histoire d'un soldat ordinaire, ceci est l'histoire d'une chasse parfaite, d'une patience mortelle et d'un homme qui a réécrit les règles de la guerre navale. Une histoire qui a débuté dans les profondeurs de l'Atlantique et qui allait changer à jamais les routes maritimes du monde. Avant de devenir la terreur des Alliés, Otto Kretschmer était un chasseur méthodique, opérant dans l'ombre. Né en 1912 à Eidau, en Basse-Silésie, il rejoint la Reichsmarine en 1930. Ses instructeurs remarquent immédiatement quelque chose de spécial chez lui. Alors que les autres cadets sont agressifs et impatients, Kretschmer est calme, calculateur, presque méditatif dans son approche. Il n'étudie pas seulement les tactiques, il les décompose en leurs principes fondamentaux. Il ne demande pas comment attaquer, il demande pourquoi les attaques échouent. En 1939, lorsque la guerre éclate, Kretschmer reçoit son premier commandement, l'U-23, un petit U-boot côtier. Les premiers mois sont frustrants. La tactique standard des U-boots de la Kriegsmarine est l'attaque sous-marine, avec des torpilles tirées à distance, sûres, mais inefficaces. Les torpilles tombent régulièrement en panne. Les distances sont trop grandes. Le taux de réussite est pitoyable. Kretschmer observe, impuissant. D'autres commandants gaspillaient de précieuses torpilles et rentraient les mains vides. Et c'est à ce moment précis qu'il prend une décision qui fera de lui un héros ou qui le conduira devant une cour martiale. Il va briser les règles. Le 3 septembre 1939 marque sa première attaque révolutionnaire. Au lieu de rester sous l'eau et de tirer de loin, Kretschmer fait surface la nuit et s'approche du convoi ennemi en surface. La logique est brillante et folle à la fois. En surface, un U-boot est plus rapide, plus manœuvrable et presque invisible dans l'obscurité. Le sonar ne peut pas le détecter. Les postes de guet ne peuvent pas voir son profil basse. Il peut s'approcher tellement près qu'il peut entendre le vent sur le pont. Et alors, à 500 mètres de distance, presque à bout portant pour une torpille, il fait feu. Le premier tir touche le SS Magdalena en plein milieu. L'explosion déchire le navire marchand en deux. Avant que les navires d'escorte ne puissent réagir, Kretschmer est déjà parti, fondu dans l'obscurité. Un fantôme sur les flots. La Royal Navy britannique est déconcertée. Les rapports d'après-guerre témoignent de leur désespoir. Le sonar n'a rien détecté. Les grenades sous-marines ne touchent que de l'eau vide. C'était comme si le navire avait été coulé par un fantôme. Mais Kretschmer n'est pas un fantôme. Il est un chasseur. Et qui vient de découvrir la méthode de chasse parfaite. Avril 1940. Kretschmer
reçoit le commandement de l'U-99. L'un des U-Boots de type 7C les plus avancés de la Kriegsmarine. Ceci est son outil. 769 tonnes d'acier, 4 tubes lance-torpilles à l'avant, un tube lance-torpilles à l'arrière, 14 torpilles et un équipage de 44 hommes qui font confiance aveuglément à leur capitaine. L'équipage le surnomme Otto le Silencieux, non pas parce qu'il est silencieux, mais parce qu'il leur a appris à penser avant de parler, à observer avant de réagir, à attendre avant de se précipiter. Sa première patrouille avec l'U-99 débute le 27 juin 1940. La mission, chasser dans l'Atlantique Nord, les eaux les plus dangereuses du monde. C'est là que se rencontrent les convois venant d'Amérique, chargés de pétrole, de nourriture, de munitions, de tout ce dont la Grande-Bretagne a besoin pour survivre. Et c'est là qu'attend Kretschmer. Le 1er juillet 1940, 22h43, convoi britannique HX-50, 35 navires marchands, 6 destroyers en escorte, une armada redoutable qui se sent en sécurité. Le commandant Wilson, à la tête du convoi, a pris toutes les précautions, manœuvres en zigzag, silence radio, surveillance sonar 24 heures sur 24. Tout est conforme au manuel. Kretschmer observe pendant 3 heures, pas à travers le périscope sous l'eau, mais depuis la surface. Son U-boot n'étant que partiellement immergé, sa silhouette à peine plus haute qu'une vague, il étudie la formation, identifie le pétrolier le plus lent, calcule l'intervalle entre les patrouilles des destroyers, et puis, à 01h17, il se faufile. Au milieu du convoi, l'audace de cette manœuvre ne saurait être surestimée. Kretschmer navigue l'U-99 entre les navires marchands, si près que ses hommes peuvent entendre les voix des marins britanniques. Il est à l'intérieur de la formation. Les destroyers cherchent les U-boots à l'extérieur. Personne ne s'attend à ce qu'un capitaine soit assez fou pour s'aventurer au milieu du convoi. 01h34. Première torpille. SS Clearton, 5000 tonnes. Chargé de blé en provenance du Canada. Impact direct sous la salle des machines. Le navire commence immédiatement à couler. 01h39. Deuxième torpille. SS Anavor, 7200 tonnes. Pétrolier en provenance du Texas. L'explosion enflamme le pétrole brut. Le navire se transforme en un unfer flottant. 01h42. Troisième torpille. SS Kurdistan, 6900 tonnes. Transporteur de munitions. La détonation est si puissante qu'elle perturbe les compas sur les autres navires. 3 navires, 8 minutes, au milieu du convoi. Les destroyers britanniques foncent dans tous les sens, lançant des grenades sous-marines, sondant au sonar, cherchant désespérément. Mais Kretschmer s'est déjà échappé, a plongé et disparu, avant même que l'escorte n'ait compris que l'ennemi était parmi eux. Le commandant Wilson écrit dans son rapport. « Nous avons été détruits de l'intérieur. L'ennemi était sous nos pieds, parmi nous. Nous avons combattu un fantôme. » Ce n'était que le début. Au cours des 4 mois suivants, Otto Kretschmer est devenu une légende et un cauchemar. Il a continué à développer ses tactiques. Les affinant en un art mortel, il n'a jamais attaqué à l'aveugle. Chaque cible était analysée, chaque torpille, calculée, 0 gaspillage, 0 erreur. Son équipage avait développé un rituel. Avant chaque attaque, Kretschmer prononçait une seule phrase. Un navire, une torpille. Et c'est exactement ce qu'il faisait. Août 1940. Convoi SC-2. 5 navires coulés en une seule nuit. La Royal Navy envoya 8 destroyers à sa poursuite. Aucun ne trouva la moindre trace de l'U-99. Septembre 1940. Convoi HX-72. Kretschmer coula 7 navires en 48 heures. Des pilotes britanniques effectuèrent des centaines de missions. Rien, le fantôme gris était invisible. Octobre 1940, convoi SC-7, le combat de convoi le plus sanglant de l'année, 17 navires sur 35 furent coulés. Kretschmer, à lui seul,
en détruisit 5. Son équipage tira 14 torpilles et obtint 14 coups au but. Un taux de réussite parfait de 100%, chose sans précédent dans toute l'histoire de la marine. L'amirauté britannique était au bord du désespoir. Ils modifièrent les routes des convois, augmentèrent l'escorte, introduisirent de nouvelles techniques de sonar. Rien n'y faisait, les pertes continuaient d'augmenter. En novembre 1940, Kretschmer avait coulé 43 navires. Les statistiques étaient terrifiantes. En moyenne, il coulait un navire tous les 4 jours. D'autres commandants d'U-boot mettaient des mois pour obtenir un seul succès. La question qui tourmentait tout le monde était simple. Comment? La réponse résidait dans la philosophie de Kretschmer. Il n'était pas un agresseur imprudent. Il était un perfectionniste. Chacune de ses patrouilles était une masterclass de patience et de précision. Tandis que d'autres capitaines tiraient à 3000 ou 4000 mètres en espérant toucher quelque chose. Kretschmer attendait d'être à 500 mètres. Sa distance de tir préférée était de 300 mètres, si près qu'un tir manqué était impossible. Il exploitait la nuit comme personne d'autre, alors que d'autres commandants d'U-boot attaquèrent le jour et s'enfuyaient la nuit. Kretschmer faisait l'inverse. Il dormait le jour, refaisant surface loin des routes des convois. La nuit, lorsque la visibilité était minimale, sa chasse commençait. Son U-boot devenait le prédateur invisible, tuant dans l'obscurité et disparaissant dans l'obscurité. Mais son véritable génie résidait dans quelque chose de plus subtil. Kretschmer comprenait la psychologie. Il savait que la peur était un ennemi plus puissant que les torpilles. Alors, il ne tirait jamais sur le premier navire du convoi. Il attendait, observait et frappait ensuite le 3e ou 4e navire. Soudainement, inopinément, cela créait le chaos. Les autres navires ne savaient pas d'où venait l'attaque. Ils paniquaient, rompaient la formation, et dans ce chaos, dans cette confusion, Kretschmer chassait méthodiquement, un navire après l'autre. Son équipage le vénérait, non pas parce qu'il était un tyran, mais parce qu'il les ramenait à la maison, sous le commandement de Kretschmer. L'U-99 n'avait jamais perdu un seul homme à cause du feu ennemi. 0 perte en 10 patrouilles. C'était dans la guerre des U-boots, où le taux de mortalité dépassait les 70%, un miracle. Ces hommes savaient, tant qu'Otto le Silencieux était aux commandes, il survivrait. Les Alliés l'appelaient le fantôme gris. Les Allemands l'appelaient le roi du tonnage. Mais Kretschmer lui-même avait un autre nom pour ce qu'il faisait. Il appelait ça, simplement, la chasse. Qu'est-ce qui rendait la méthode de Kretschmer si mortelle? C'était la combinaison de compétences techniques, de guerre psychologique et de discipline de fer. Chaque élément de sa tactique était réfléchi, testé et perfectionné. Son équipage suivait un programme d'entraînement intensif qu'il avait personnellement mis au point. Chaque homme à bord de l'U-99 savait exactement quoi faire dans chaque scénario. Il n'y avait ni confusion, ni panique. Juste une exécution précise. Les calculs de trajectoire des torpilles étaient la spécialité de Kretschmer, alors que d'autres commandants se fiaient à des calculateurs mécaniques. Kretschmer calculait tout de tête. Vitesse de la cible, distance, houle, vent, même la réaction probable du capitaine du navire marchand. Il étudiait la psychologie de ses adversaires. Les capitaines britanniques avaient tendance à virer à bâbord lorsqu'ils étaient attaqués. Les capitaines américains accéléraient en ligne droite. Les capitaines norvégiens arrêtaient leurs moteurs. Kretschmer savait tout cela et l'exploitait. Son équipage se souvient d'une nuit particulière de septembre 1940. Il traquait un convoi depuis des heures. Les conditions étaient parfaites. Nuit sans lune, mer calme, mauvaise visibilité pour l'escorte. Kretschmer positionna l'U-99 entre 2 navires marchands. Ils étaient si proches qu'ils pouvaient entendre les conversations des marins britanniques, le premier lieutenant, Oberleutnant
Hans-Jochen von Knebel de Beritz, murmura. « Herr Capitaine, nous sommes trop proches. S'il nous voit, nous n'aurons aucune chance. » Kretschmer répondit avec un calme absolu. « C'est pourquoi ils ne nous verront pas. Nous sommes là où ils ne cherchent pas, en plein milieu d'eux. » Et il avait raison. Dans les 22 minutes qui suivirent, Kretschmer coula 4 navires, 4 torpilles, 4 coups au but, 0 tir manqué. L'escorte britannique tira des centaines de grenades sous-marines, mais toutes frappèrent de l'eau vide. L'U-99 s'était échappé depuis longtemps, se fondant à nouveau dans l'obscurité. L'impact psychologique des attaques de Kretschmer était dévastateur. Les marins alliés commencèrent à considérer l'Atlantique comme un piège mortel. Le moral chuta de façon dramatique. De nombreux marins refusèrent de servir sur des navires de convoi. Le gouvernement britannique dut doubler la solde pour les routes de l'Atlantique juste pour trouver suffisamment d'équipage. Et le nom d'Otto le Silencieux devint le cauchemar murmuré dans les messes des navires marchands. Novembre 1940 marqua l'apogée de la chasse de Kretschmer. Au cours de ce seul mois, il coula 13 navires, soit un navire tous les 2 jours et demi. La Royal Navy était désespérée. Ils retirèrent des chasseurs de sous-marins d'autres théâtres d'opération. Ils utilisèrent des avions. Ils modifièrent les codes de chiffrement. Rien ne fonctionnait. Kretschmer semblait toujours avoir une longueur d'avance. Ce que les Alliés ne savaient pas, c'est que Kretschmer étudiait leurs réactions aussi attentivement que leur formation. Après chaque attaque, il analysait la façon dont l'escorte avait réagi, la vitesse à laquelle ils avaient réagi, la direction dans laquelle ils avaient cherché, les schémas de grenades sous-marines qu'ils avaient utilisés, et ensuite, il adaptait sa tactique. Il apprenait de chaque attaque et devenait de plus en plus mortel à chaque fois. Décembre 1940. Kretschmer reçut la croix de chevalier avec feuille de chêne, l'une des plus hautes distinctions militaires allemandes. Il avait 28 ans et avait coulé plus de tonnage ennemi que tout autre commandant dans l'histoire de la guerre navale. Le grand amiral Dönitz, commandant de la force sous-marine, le qualifia de modèle pour tous les capitaines d'U-boot. Mais la chasse n'était pas encore terminée. Janvier 1941. L'U-99 partit pour sa dernière grande patrouille. La mission: perturber les routes des convois de l'Atlantique Nord. La Royal Navy avait désormais une nouvelle stratégie. Plus de destroyers, une technologie radar améliorée, une poursuite plus agressive. Ils savaient que le fantôme gris rôdait. Ils savaient qu'il reviendrait attaquer, et cette fois ils étaient décidés à le capturer. Le 16 mars 1941 devait être le jour où la légende prendrait fin. Convoi HX-112, 41 navires marchands, 5 destroyers, 2 corvettes, l'une des formations les plus lourdement gardées de la guerre. Kretschmer observait à distance. Il remarqua immédiatement que cette fois, c'était différent. L'escorte était plus agressive. Le balayage radar était continu. Les destroyers patrouillaient selon des schémas imprévisibles, mais Kretschmer était confiant. Il avait fait cela des dizaines de fois auparavant. Il trouverait une brèche, il s'infiltrerait, il frapperait, et il s'échapperait. 22 ans, le 16 mars 1941, l'U-99 s'approchait du convoi par bâbord. Kretschmer identifia sa cible principale, le SS J.B. White, un grand pétrolier. Il manœuvra l'U-99 en position. 800 mètres, 600 mètres, 400 mètres. Puis quelque chose d'inattendu se produisit. Le destroyer britannique HMS Walker, commandé par le commandeur Donald McIntyre, l'un des chasseurs d'U-boot les plus expérimentés de la Royal Navy, vira soudainement droit sur l'U-99. Non pas parce qu'il avait vu Kretschmer, mais parce que McIntyre, par instinct et expérience, sondait précisément la zone où un capitaine d'U-boot intelligent se cacherait. Kretschmer ordonna une plongée d'urgence.
L'U-99 plongea aussi vite qu'il le pouvait, mais il était trop tard. Le sonar de McIntyre verrouilla l'U-boot. 23h17, les premières grenades sous-marines explosèrent. L'U-99 fut secoué violemment. Les lumières vacillèrent. Le verre se brisa. Les hommes furent projetés contre les parois d'acier. Kretschmer ordonna pleine vitesse en avant, essayant d'échapper aux destroyers. Mais McIntyre ne lâcha pas. Il chassa l'U-99 comme un chien de chasse. Une nouvelle salve de grenades sous-marines toutes les 3 minutes. La coque pressurisée de l'U-99 commença à céder. Des fuites apparurent. La gouverne de profondeur était endommagée. Les batteries fuyaient. L'air devint rare et toxique. 00h42, le 17 mars 1941. Otto Kretschmer prit la décision la plus difficile de sa vie. Il ordonna une remontée d'urgence. Il remonterait à la surface, abandonnerait l'U-boot et se rendrait. L'alternative était que les 44 hommes se noient dans la prison d'acier. L'U-99 perça la surface. McIntyre ordonna immédiatement le feu. Des obus d'artillerie frappèrent le pont. Kretschmer ordonna l'évacuation. Ces hommes sautèrent dans l'eau glaciale de l'Atlantique. Beaucoup se noyèrent dans les vagues. D'autres furent sauvés par les destroyers. Kretschmer fut le dernier à quitter l'U-boot. Avant de sauter, il ouvrit toutes les vannes. L'U-99 ne finirait pas comme butin de guerre. Il coulerait avec honneur, 01h15. Otto Kretschmer fut sorti de l'eau, en état d'hypothermie mais vivant. Le commandeur McIntyre se tenait sur le pont, regardant l'homme que la Royal Navy avait traqué pendant des mois. Il salua. La chasse était terminée, mais la légende était devenue immortelle. Sur les 44 membres d'équipage de l'U-99, 40 survécurent. 3 se noyèrent en quittant l'U-boot qui coulait. Un mourut d'hypothermie en route vers le navire de sauvetage. Mais la promesse de Kretschmer avait été tenue. Presque tout son équipage rentra chez lui vivant, même si c'était en tant que prisonnier de guerre. Quand la nouvelle de sa capture atteignit l'Allemagne, la réaction fut mitigée. Deuil pour la perte de l'un des plus grands héros, mais aussi soulagement qu'il soit en vie. La presse britannique explosa avec la nouvelle. Le fantôme gris était capturé. Les gros titres se sont succédés. La terreur de l'Atlantique est enfin stoppée. À des U-boots en captivité britannique, l'homme qui a coulé 50 navires est vaincu. Mais les articles contenaient également quelque chose d'inattendu, du respect. Même les journaux britanniques reconnaissaient que Kretschmer était un marin exceptionnel. Commandé McIntyre écrivit des années plus tard dans ses mémoires à propos du moment où il rencontra Kretschmer pour la première fois. « Je m'attendais à un nazi fanatique, un tueur froid. Au lieu de cela, j'ai rencontré un officier calme et courtois qui me rappelait les meilleures traditions de la Royal Navy. Nous étions ennemis à la guerre, mais marins dans l'âme. » Kretschmer fut d'abord emmené dans un camp de prisonniers de guerre britannique, puis transféré au Canada. Il y passa les années suivantes au camp 30 à Bowmanville, Ontario, un camp de haute sécurité pour officiers allemands. Les Britanniques et les Canadiens le traitèrent conformément à la Convention de Genève, mais ils l'étudièrent également. Des officiers du renseignement naval tentèrent à plusieurs reprises d'extraire des informations sur ses tactiques. Kretschmer resta courtois, mais silencieux. Il ne révéla que son nom, son grade et son numéro de matricule. Dans le camp, Kretschmer devint une figure respectée parmi les autres officiers allemands. Il organisa des cours d'éducation, enseigna l'art de la navigation et du matelotage. De nombreux jeunes officiers d'U-boot, capturés plus tard, lui demandèrent de leur donner des cours. Kretschmer leur enseigna, mais il ne leur enseigna pas les tactiques de guerre. Il leur enseigna l'art de la survie, la discipline et l'honneur. Les années de captivité furent dures, mais Kretschmer utilisa ce temps pour réfléchir. Il réfléchit à la guerre, aux hommes qu'il avait tués, aux navires qu'il avait coulés. Dans des interviews ultérieures, il dit « J'étais fier de mes compétences techniques, mais je ne ressentais aucun triomphe face à la mort. Chaque navire coulé signifiait des marins noyés, des hommes comme moi,
des hommes qui ne faisaient que leur devoir. On n'oublie jamais ça. En 1947, 2 ans après la fin de la guerre, Kretschmer fut rapatrié en Allemagne. Le pays était en ruine. Des millions étaient morts. Des villes étaient détruites. L'ancienne Kriegsmarine n'existait plus. Kretschmer retourna dans un monde qui avait complètement changé. Il travailla d'abord dans divers emplois civils, toujours dans l'ombre, ne mettant jamais en avant son passé. En 1955, lorsque la République fédérale d'Allemagne créa la nouvelle Bundesmarine, Kretschmer fut invité à reprendre du service. Il accepta, mais à une condition. Il ne commanderait plus jamais un navire de guerre. Au lieu de cela, il travailla à des postes administratifs, aida à la mise en place de la nouvelle marine, enseigna à la prochaine génération d'officiers de marine allemands. Ces leçons ne portaient pas sur la guerre. Elles portaient sur la responsabilité, sur l'éthique, sur le devoir d'un officier envers son équipage. Il enseigna que la vraie force ne réside pas dans la destruction, mais dans la discipline, dans la compétence et dans l'honneur. Beaucoup de ses élèves ont gravi les échelons, atteignant de hautes fonctions dans la marine de l'OTAN, et tous se sont souvenus des leçons d'Otto le Silencieux. Ce que le monde ignorait de la captivité de Kretschmer ne fut révélé que des décennies plus tard. Les documents des services secrets britanniques, déclassifiés dans les années 1990, ont révélé qu'Otto Kretschmer avait planifié plusieurs tentatives d'évasion du camp de prisonniers. Non pas parce qu'il voulait retourner à la guerre, mais parce que c'était le devoir d'un officier d'essayer de s'échapper. Les plans étaient brillants, détaillés et presque couronnés de succès. Mais Kretschmer les arrêtait à chaque fois au dernier moment, car ils auraient mis en danger la vie de ses compagnons de captivité. Il refusait de sacrifier les autres pour sa propre liberté. Mais les chiffres racontent une autre histoire. 50 navires alliés coulés, 274 333 tonneaux de jauge brute, 17 navires marchands, 8 pétroliers, 2 croiseurs auxiliaires, 1 destroyer, le tout en 10 patrouilles sur 6 mois. Le taux de réussite le plus élevé de tous les commandants d'U-boot de la Seconde Guerre mondiale. Une efficacité parfaite d'un torpille par navire qui n'a jamais été surpassée. Les archives britanniques, rendues publiques dans les années 1990, révèlent l'ampleur réelle de son impact. La Royal Navy estimait que les naufrages causés par Kretschmer avaient directement entraîné la mort de plus de 800 marins alliés et retardé la logistique de guerre britannique de plusieurs mois. Les commandants de convoi ont élaboré des protocoles spéciaux uniquement pour lui. Lorsque Kretschmer était dans l'Atlantique, les itinéraires changeaient. L'amirauté appelait cela en interne le protocole fantôme. Le commandant Donald McIntyre, l'homme qui a capturé Kretschmer, écrivit dans ses mémoires « Otto Kretschmer était le meilleur marin que j'ai jamais rencontré, ami ou ennemi. Il a combattu avec intelligence, courage et honneur. Il aurait pu être un héros dans n'importe quelle marine du monde. » Les membres d'équipage de l'U-99 se sont souvenus toute leur vie de la période passée sous le commandement de Kretschmer. Le maître mécanicien Heinrich Petersen déclara dans une interview en 1985 « Le capitaine Kretschmer ne nous a pas seulement dirigés comme des soldats, mais comme des êtres humains. Il connaissait chaque nom, chaque famille, chaque anniversaire. Si un homme était malade, il lui rendait visite personnellement. Si quelqu'un recevait une lettre de chez lui, il s'enquérait de sa famille. Nous aurions été prêts à aller en enfer pour lui. Cette attention personnelle était inhabituelle dans la Kriegsmarine, où de nombreux commandants considéraient leurs équipages comme de simples outils. Mais pour Kretschmer, chaque homme à bord était précieux. Il savait que leur vie était entre ses mains. Et il prenait cette responsabilité plus au sérieux que tout le reste. C'est pourquoi son équipage l'aimait. C'est pourquoi il le suivait sans hésitation. C'est pourquoi ils étaient si efficaces. L'innovation tactique introduite par Kretschmer a changé la guerre sous-marine à jamais. Avant lui,
Les U-boots attaquaient à distance, sous l'eau, espérant un coup de chance. Après lui, l'attaque de surface nocturne est devenue la tactique standard. Le grand amiral Dönitz ordonna à tous les commandants d'U-boot d'étudier et de copier les méthodes de Kretschmer. La tactique de la meute de loups, qui devint plus tard si célèbre, était directement basée sur les principes de Kretschmer: proximité, patience, précision. Mais personne ne pouvait le faire aussi bien que lui. Les statistiques sont claires. Sur les 1170 commandants d'U-boot allemands de la Seconde Guerre mondiale, seule une trentaine ont atteint plus de 100 000 tonnes de tonnage ennemi coulé. Kretschmer a coulé près de 275 000 tonnes en seulement 6 mois. C'est plus que la plupart des commandants n'ont jamais réussi à accomplir dans toute leur carrière. L'impact psychologique de sa capture fut énorme. Pour les Alliés, ce fut une victoire morale massive. La terreur de l'Atlantique était enfin stoppée. Les pertes de convois ont chuté de façon spectaculaire dans les mois qui ont suivi. Non pas parce que les U-boots allemands étaient moins actifs, mais parce que personne ne pouvait atteindre l'efficacité de Kretschmer. Il était unique. Pour l'Allemagne, la perte fut dévastatrice. Le ministre de la propagande Goebbels tenta de supprimer la nouvelle, mais elle se répandit rapidement. L'arme U-boot avait perdu son plus grand héros. Le moral chuta. Des commandants plus jeunes, voulant imiter Kretschmer, tentèrent ces tactiques sans son expérience et moururent dans les eaux glaciales de l'Atlantique. Il existe une histoire qui illustre parfaitement le caractère de Kretschmer. En octobre 1940, après une attaque réussie contre un convoi, Kretschmer remarqua un navire marchand en train de couler. L'équipage sauta à l'eau. Kretschmer aurait pu simplement continuer son chemin. Au lieu de cela, il ordonna à l'U-99 de s'approcher. Il cria aux marins britanniques « Où est la terre la plus proche ?» Les Britanniques, confus, répondirent « L'Irlande, à environ 200 km à l'ouest. » Kretschmer cria « Nagez dans cette direction. Le courant vous aidera. Que Dieu vous protège. » Et puis, il disparut dans l'obscurité. 3 des marins survécurent et atteignirent l'Irlande 2 jours plus tard. L'un d'eux, John MacLeod, écrivit une lettre à Kretschmer après la guerre. « Vous avez coulé mon navire, mais vous m'avez aussi sauvé la vie. Je ne l'oublierai jamais. » Ce n'était pas une exception. Plusieurs survivants des attaques de Kretschmer ont rapporté des incidents similaires. Il tuait sans haine. Il combattait sans cruauté. Il était un soldat, pas un meurtrier. Cette distinction peut sembler subtile, mais elle était fondamentale pour sa propre compréhension de lui-même. L'importance stratégique de la campagne de Kretschmer ne peut être surestimée. La Grande-Bretagne était entièrement dépendante des convois atlantiques. Sans eux, le pays mourrait de faim, sans pétrole, les usines s'arrêteraient, sans munitions, l'armée capitulerait. Churchill a dit, de manière célèbre, « La seule chose qui m'a vraiment effrayé pendant la guerre, c'était la menace des U-boots. » Et Kretschmer était le capitaine d'U-boot le plus dangereux de tous. Si Kretschmer n'avait pas été capturé en mars 1941, s'il avait continué sa chasse, comment la guerre se serait-elle déroulée? Cette question contrefactuelle a été débattue sans fin par les historiens. L'opinion consensuelle est effrayante. Si l'Allemagne avait eu 10 commandants comme Kretschmer, la bataille de l'Atlantique aurait eu une issue différente. Les pertes de convois seraient devenues insoutenables. La Grande-Bretagne aurait peut-être dû négocier la paix. Un homme, un U-boot, et la possibilité de changer le cours de la plus grande guerre de l'histoire. C'est la véritable signification d'Otto Kretschmer. Après sa libération en 1947, Kretschmer fut courtisé de toutes parts. L'Union soviétique lui offrit un poste dans sa marine. Il refusa. Des pays d'Amérique du Sud lui offrirent de l'argent et des commandements. Il refusa. Il ne voulait qu'une chose, rentrer chez lui et mener une vie normale. Les années de guerre, de chasse, de mort étaient terminées. Il voulait la paix,
Mais la paix était difficile à trouver. L'Allemagne était en ruine. Sa famille avait tout perdu. L'économie s'était effondrée. Des millions de réfugiés affluaient de l'Est. C'était un monde de chaos et de désespoir. Kretschmer travailla comme matelot sur des navires marchands, puis comme courtier maritime, toujours humble, ne mentionnant jamais son passé. Son ancien équipage le recherchait, un par un. Ils retrouvèrent leur ancien capitaine. Ils organisaient des réunions annuelles. Ils se souvenaient des jours passés sur l'U-99. Ils pleuraient les disparus. Ils célébraient d'avoir survécu et ils remerciaient Kretschmer, l'homme qui les avait ramenés vivants à la maison. En 1956, un an après sa réintégration dans la Bundesmarine, Kretschmer fut invité à Londres. La Royal Navy organisa une cérémonie où d'anciens ennemis pouvaient se rencontrer en amis. Kretschmer retrouva le commandeur McIntyre. Les deux hommes s'embrassèrent. McIntyre dit « Otto, pendant la guerre, tu étais mon pire ennemi. En temps de paix, tu es l'homme que je respecte le plus. Ce ne sont pas que des chiffres dans des archives navales poussiéreuses. Ce sont des moments qui ont influencé des milliers de vies, changé des stratégies et réécrit l'histoire de la guerre navale. C'est l'histoire d'un homme qui maîtrisa la chasse parfaite et soulève la question « Qu'est-ce qui fait d'un soldat une légende ?» Si ces vérités historiques documentées sont importantes pour vous, alors soutenez avec les Super Thanks de YouTube, le cœur doré en bas. Chaque Super Thanks me permet de passer des semaines dans les archives de la marine, à numériser de rares journaux de guerre, à interviewer les derniers témoins. Aidez-moi à préserver ces histoires pour les générations futures. L'histoire ne doit jamais être oubliée. Otto Kretschmer est décédé en 1998 à Straubing, en Bavière. Il avait 86 ans. À ses funérailles étaient présents d'anciens membres d'équipage de l'U-99, des officiers de la marine britannique qui l'avaient capturé, et des historiens allemands et alliés. Le commandeur Peter Kremer, lui-même un as des U-Boot, prononça l'éloge funèbre. Otto n'était pas un guerrier, il était un chasseur, et dans cet art, il était inégalé. La Bundesmarine moderne étudie encore aujourd'hui les tactiques de Kretschmer, sa philosophie de la patience. De la précision et de la guerre psychologique est enseignée dans les académies navales du monde entier. Ce qu'il a fait il y a plus de 80 ans dans l'Atlantique Nord est toujours considéré comme une référence en matière de guerre sous-marine. Il y a quelques années, d'autres documents britanniques ont été déclassifiés. Un rapport secret de 1943, rédigé par le renseignement de la Royal Navy, analysait les méthodes de Kretschmer. La conclusion était assez accablante. Si l'Allemagne avait eu 10 commandants comme Kretschmer, nous aurions perdu l'Atlantique. Un seul homme, avec un U-Boot, représentait une menace existentielle pour le plus grand empire naval de l'histoire. Pensez-y. Un homme, un U-Boot, 50 navires, 6 mois, et une leçon qui restera à jamais gravée dans les livres d'histoire navale. L'intelligence et la patience surpassent la force brute. Toujours. Qu'est-ce qui vous impressionne le plus dans cette histoire? De nombreux spectateurs ont partagé d'incroyables histoires de famille, des grands-pères qui ont combattu dans l'Atlantique, des lettres d'équipage d'U-Boot, des journaux qui ont traversé les générations. Partagez votre histoire familiale de cette époque ci-dessous. Chaque commentaire est un morceau d'histoire que nous préservons ensemble. Les voix des témoins s'estompent. Mais leurs histoires doivent continuer à vivre.